Bon les potes, j'ai continué l'étape suivante de ma petite retraite. Je viens d'arriver dans le sud, près d'Aix, dans ce décor idyllique. Et j'ai un petit peu de temps pour vous faire la vidéo du jour, que vous aurez découvert dans le titre. Aujourd'hui, on va parler des infopreneurs. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que j'ai une double casquette, qui est celle d'être entrepreneur et créateur de contenu. Donc forcément, de par ma situation, les sirènes de l'infopreneuriat viennent régulièrement souffler dans mes oreilles. Et d'autant plus qu'il se trouve que dans le groupe Kudak, alors je vous représente rapidement ce que je fais. Mon travail, c'est de monter des agences. Donc j'ai un groupe d'agences qui fait un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et qui est sur la route pour en faire entre 7 et 8 cette année. Et dans le groupe, il y a une boîte qui s'appelle Netcord et dont l'un des services, c'est d'accompagner les infopreneurs sur des challenges Discord. Ce qui me permet d'avoir une vision plus ou moins exacte des chiffres de ces infopreneurs. Donc forcément, quand tu vois combien d'argent certaines personnes qui font du contenu, qui sont plus ou moins dans ma situation, gagnent, si tu es un bon entrepreneur, dont le travail c'est quand même d'évaluer les opportunités économiques, donc les opportunités de croissance pour une entreprise, tu es obligé de te faire un avis sur la question. Étant moi-même un prime candidat, je serais idiot de ne pas considérer le truc sérieusement, plus loin que juste le rejet radical que j'ai pu avoir historiquement sur ce sujet, qui est plus ou moins l'avis que j'ai eu pendant 5 ans sur ce genre de pratique. Bon alors déjà, un infopreneur c'est quoi? Je vais simplifier, je vais parler uniquement des personnes du coup qui vendent de la connaissance sur Internet, et un petit peu plus particulièrement de mon pendant infopreneurial, du genre de contenu que je fais, qui sont les infopreneurs un peu make money, donc les gens qui vendent de la connaissance business, qui t'apprennent à faire de l'argent au sens large. Donc j'ai toujours rejeté le truc en bloc parce que ça me semblait crado, et je pense qu'il y avait un petit peu de pédance de les gens avec mon background académique ne font pas ce genre de choses-là. J'avais un peu l'impression en gros, je pense que j'ai pas considéré le truc à juste titre parce que j'avais un peu une posture morale de je suis trop bien pour faire ça. Et quand tu vois les chiffres, l'argent gagné par ces gens, tu te dis qu'en fait, de par ce jugement un peu simpliste sur le sujet, et c'est un peu l'objet de la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de critiques qui sont adressées à l'infopreneuriat qui en fait sont pas si rationnelles que ça, que je trouve assez peu convaincantes. De par ce choix-là un peu idiot de rejeter le truc en bloc, eh bien en fait du coup tu fais pas le travail rationnel de te formuler une vraie opinion, et c'est ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, parce que tous les arguments que j'ai en tête, les arguments classiques qui sont apposés quand tu parles d'infopreneuriat avec quelqu'un, et particulièrement avec les entrepreneurs, c'est pas très convaincant en fait, parce que quand on s'y penche vraiment, les principaux arguments qu'on leur reproche d'habitude, je trouve qu'ils ont deux défauts, qu'ils indiquent deux choses dont je veux parler aujourd'hui. Première chose, c'est qu'en fait, quand tu regardes d'un peu plus près, tu peux les adresser à plus ou moins tous les business. C'est pas vraiment des critiques aux infopreneurs, c'est des critiques aux entreprises. Et seconde chose, ils sont très indicatifs selon moi du rapport qu'ont les Européens aux entreprises de manière générale. Et donc je voulais commencer par parler de la critique classique qu'on adresse aux infopreneurs, ce sont des gens qui exploitent la souffrance des gens pour leur vendre de la merde. Je caricature. Il y en a plein d'autres, mais je vais parler de celle-là aujourd'hui. Donc on va la séparer en deux et on va évaluer la pertinence logique de cet argument-là. Donc, première chose, exploiter la souffrance des gens. Malheureusement, ça peut pas être ça la critique. C'est assez faible comme façon de critiquer les infopreneurs. Et vous allez voir, je vais vous en parler à la fin de la vidéo, mais je vais vous expliquer ce qui, moi, me dérange quand même malgré tout chez les infopreneurs et qui fait que y a quand même des choses qu'on peut reprocher, mais qui sont pas forcément d'ailleurs liées à la vente de formation en ligne, mais plutôt à une certaine façon de le faire. Donc, mon but avec cette vidéo, c'est on exite les critiques un peu faibles et on les remplace par des critiques un peu plus solides. Ou du moins, qui me paraissent un peu plus pertinentes. Là où j'en suis arrivé dans ma réflexion. Donc, j'en étais où je vous parlais d'exploiter la souffrance des gens. Donc, tu peux pas faire cette critique-là à une entreprise. Parce que c'est la définition même d'une boîte, c'est d'exploiter la souffrance des personnes. C'est un peu dur à comprendre pour des gens qui font pas des boîtes, mais chaque achat que vous faites en tant que consommateur est fait pour vous libérer d'une souffrance. Les écoles, elles te facturent de l'enseignement pour te libérer de la peur d'être au chômage. Un resto, ils te vendent de la bouffe parce que t'as faim. Donc, en fait, faire du business, c'est exploiter la souffrance des gens. Et c'est une critique qui est très française, et je dirais même plutôt européenne. Et je pense à ça parce que j'ai vu on en a parlé d'ailleurs dans le podcast Road to Scale. C'est un épisode de newsletter de mon associé Paul Maher. Sa newsletter, c'est Solve, dans lequel il parle de l'article s'appelle Europe would not mind dying. Donc ça ne dérangerait pas l'Europe de mourir. Et dedans, il parle de cette posture morale qu'ont les Européens sur le reste du monde, qui fait qu'ils vont toujours avoir le prisme du bien et du mal pour juger tout, et admettre que par défaut, l'Européen représente le camp du bien. Et donc, il y a une critique qui est très française sur les business, c'est qu'en fait, tu vas te tuer en tant qu'entrepreneur pour faire un truc qui fonctionne, et il y a toujours un fils de pute
qui va venir te voir et te dire mais est-ce que ce que tu fais a du sens? Est-ce que tu sauves les bébés phoques? Quel est l'impact de ton activité? Et ces gens-là sont souvent des grosses merdes, souvent, mais pas tout le temps. Mais je vous invite vraiment à vous en méfier. Et pour le coup, maintenant j'ai un peu 5 ans de recul sur pas mal de gens qui apposent ces critiques. Et surtout, les pires d'entre eux, c'est les gens qui se mettent sur ce piédestal moral en public pour en tirer des bénéfices. Ces gens-là, faites gaffe à tous les gens dont le marketing c'est être moralement supérieur, d'être dans le camp du bien. En fait. C'est Nietzsche qui m'a beaucoup éclairé sur cette notion-là, qui parle de la morale d'esclave. Et je vois dans ce genre de jugement apposé aux infopreneurs une traduction quasi parfaite de ce qu'est la morale d'esclave. Donc c'est quoi la morale d'esclave? J'en parle dans la vidéo sur le surentrepreneuriat, si vous voulez regarder. C'est une des notions importantes, parce que ça représente pas mal les critiques qui sont faites aux gens qui gagnent de l'argent, qui sont souvent faites par des faibles. Donc en gros, Nietzsche dit quoi? Il dit qu'il y a la morale aristocratique et la morale d'esclave, qui est en fait plus ou moins la posture que va avoir l'Européen, qui est je ne suis pas capable de faire quelque chose, mais par contre, toi t'es un fils de pute d'avoir réussi à faire ce truc-là. Et c'est souvent un peu la critique qu'on appose aux gens qui gagnent de l'argent. Vous savez, on dit, je sais plus d'où vient la citation, derrière toute grande fortune se cache un grand crime. Ça, c'est très indicatif de la façon qu'on a de traiter les gens qui gagnent de l'argent. Et donc ça, c'est une façon pour le faible de s'élever moralement par rapport au fort. Quand toi-même, tu n'as pas été capable de gagner de l'argent, tu te dis, mais non, mais c'est parce que moi, je suis moralement supérieur. Et donc, on a énormément de ça en France. Et c'est selon moi quelque chose qui est caché derrière la critique qu'on fait aux infopreneurs en particulier. Ce que la masse ne comprend pas sur le business, c'est que c'est quelque chose qui est amoral. En fait, c'est un cadre qu'on essaie, le bien et le mal, qui n'a rien à voir avec la sphère business. Il y a pas, parce qu'un cadre qui existe déjà, en fait, pour la sphère business, c'est le légal. Donc, le légal, c'est quoi? C'est la loi. Et donc, faire une boîte, c'est une optimisation sous contrainte, c'est gagner de l'argent sans violer la loi. C'est tout. Tout le reste, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est à la liberté de l'entrepreneur de choisir, et tu ne peux pas émettre un jugement toi-même moral en disant, ah, c'est bien qu'il ait de l'impact, c'est bien que whatever. Ça n'est pas attendu d'une personne. Son éthique, ça le regarde. Et souvent, ce jugement que la masse va porter sur les mecs qui gagnent de l'argent, en disant oui, mais c'est pas éthique ce qu'il fait, je sais pas quoi et tout, c'est des choses que tu utiliserais pour évaluer si t'es pote avec quelqu'un, mais pas si le business est bien ou pas. Donc ok, tu serais pas pote avec un infopreneur, mais ça fait pas de ce qu'il fait quelque chose de foncièrement mauvais, illégal. Donc en gros, critiquer un infopreneur parce qu'il exploite la souffrance des gens, ça revient à critiquer tous les business. Donc t'as pas un problème avec les infopreneurs, t'as un problème avec les entreprises. Seconde chose, vendre de la merde. Alors, moi je me suis toujours demandé qu'est-ce qui rendait les gens si sûrs que les formations des infopreneurs étaient nulles à chier, alors que 99,999% d'entre eux n'ont pas consommé les contenus en question. Alors, je dis pas que c'est pas de la merde, mais comment ils savent en fait? Comment ils savent? Et j'en parlais d'ailleurs à Jules Palatin, du coup le fondateur de Netcord, qui est cette fameuse agence qui accompagne les infopreneurs en partie. Et je lui demande en fait, est-ce que les clients des formations sont mécontents? Parce qu'en fait, on se dit toujours, et d'ailleurs, quand j'avais commencé à écrire un peu ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo, j'allais pointer comme critique le réachat, en fait. Je me dis à un client d'une formation, est-ce qu'il réachète auprès d'un infopreneur? Qu'en fait, est-ce qu'il est content de la formation? Il me disait, mais gros, tu te rends pas compte, les mecs, ils sont super contents. Et ça a été un petit peu, c'est l'exemple typique, c'est le genre d'information que j'adore parce que c'est genre une data terrain qui est indiscutable, tu la vois, et qui est totalement contraire à ce que les gens racontent sur un sujet. Et bon, après, il se trouve que Jules accompagne pas des tocards non plus en infopreneur, il accompagne pas du coup à des scammers. Et donc c'est en aucun cas une conclusion sur le marché que je suis en train de vous faire, c'est juste que l'infopreneuriat n'est pas un business qui par essence ne satisfait pas les clients. À mon avis, le problème sous-jacent, il vient encore une fois d'un rapport qu'a le mec moyen avec une partie du business qui est vendre de l'information et plus particulièrement vendre du contenu inspirationnel. Pour le mec moyen, le contenu inspirationnel, ça n'a pas de valeur, c'est du bullshit. Sauf que moi j'ai rencontré des gens dont la trajectoire a été radicalement changée par des créateurs de contenu ou même des formateurs. Moi, il se trouve que alors, je me mets aussi dans cette catégorie-là. Moi, c'est beaucoup de Family et Oussama qui m'ont aidé là-dessus. Et on peut pas dire que ça n'a pas de valeur de changer la trajectoire de quelqu'un. Aujourd'hui, ma boîte, elle fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et j'aurais pas lancé de boîte, ou du moins pas au même moment, pas dans la même forme, si j'avais pas maté tous les contenus d'Oussama. Et pourtant, c'était des contenus qui étaient très inspirationnels. Je sais pas si j'ai appris grand-chose sur comment monter une boîte, mais j'ai eu très envie de le faire à l'issue de mon interaction avec le contenu d'Oussama. Quelle valeur ça a, ça? Combien on aurait pu me le vendre aujourd'hui? En fait, le contenu inspirationnel, ça a de la valeur, ça permet de mettre en mouvement. C'est juste que comme c'est pas tangible, les Français ils détestent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de Français qui investissent dans l'immobilier que dans la bourse. C'est parce qu'on aime bien les trucs. Tu peux les toucher et tout. Sinon ça n'existe pas. Et donc pour en revenir au statut d'infopreneur, il se trouve que de par son accessibilité, donc je parle de devenir infopreneur, plus ou moins n'importe qui peut l'être. Tu ouvres une chaîne YouTube, tu lances 3 ads
et une landing page et c'est bouclé. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu des produits inspirationnels qui ne tiennent pas leurs promesses, c'est-à-dire qu'ils mettaient pas forcément en mouvement les gens et qui n'avaient pas de très bons résultats. Parce que c'est plus facilement bullshitable. Et c'est ça l'inconvénient de ce genre de contenu, informationnel et inspirationnel, c'est que ça semble extrêmement facile pour les arnaqueurs de se glisser dans cette brèche. Donc bref, tout ça pour dire que ces deux arguments, un business qui exploite la souffrance et qui vend de la merde, pour les infopreneurs, je trouve pas ça très convaincant. Maintenant, moi, il y a deux vraies choses qui me dérangent. Et là, on rentre dans les critiques qui me semblent un peu plus convaincants. Donc déjà, j'ai quelque chose qui me dérange en tant que marketeur. C'est les promesses floues. Qu'est-ce que j'entends par là? Je parle pas du tout des scripts agressifs. Pour moi, ça rentre exactement dans le même seau que ce qu'on voyait avant. Enfin, que ce que je vous expliquais avant, pardon, sur la morale. Peut-être que t'aimes pas, mais c'est pas illégal de faire des scripts de vente agressifs. Et je pense que d'ailleurs, ce qui gêne les gens là-dessus, c'est que c'est du marketing à l'américaine. Ça correspond à la sensibilité du public américain et donc à la sensibilité de ce public. Parce que ça marche, en fait. Si les infopreneurs le font, c'est que ça fonctionne très bien. Donc ça veut dire qu'il y a une cible de gens qui sont très sensibles à ces discours-là. Donc en fait, il y a aucune raison de ne pas le faire pour eux. Moi, je parle vraiment juste des promesses. Donc en gros, un infopreneur, make money, il va pas t'apprendre à, faire un agent IA. Il va t'apprendre à à changer ta vie avec la révolution de l'IA. Et ça fait toute la différence. En gros, c'est pas achète ma formation pour apprendre X, c'est achète ma formation pour changer ta vie. Parce que la promesse est beaucoup plus grosse, ça vaut beaucoup plus cher. Apprendre une compétence versus changer ta trajectoire de vie, ils ont très bien compris ce que je vous disais juste avant, avec le contenu inspirationnel, que ça vaut énormément d'argent si la promesse est délivrée. Et sauf que, tu peux jamais vraiment les attraper, les infopreneurs, là-dessus, parce que la promesse n'est jamais vraiment formulée comme ça. C'est une promesse non dite. En fait, ils vont mettre deux éléments à côté. Ils vont mettre un lifestyle de une vie changée, donc on voit un mec qui a gagné plein d'argent, qui est plein de signes extérieurs de richesse, et je vends ma formation à côté. Ils vont jamais te dire que le lien est évident entre les deux, mais ils laissent les gens faire le lien avec naturellement quoi, tout seul. Sauf que la vraie explication sur pourquoi est-ce que certains arrivent à avoir ce lifestyle qu'ils te vendent, c'est pas parce qu'ils ont acheté une formation, c'est pas la promesse. Enfin, rien ne prouve que c'est la formation qui les a amenés là, c'est vendre des formations en fait qui les a amenés là. En tout cas, je dis pas que c'est la seule façon d'avoir leur lifestyle, mais en tout cas c'est comme ça que eux ils ont fait. Et c'est ça qui est border un peu, et ça me dérange. C'est comme si je te disais que acheter une Ferrari, ça ferait que t'allais trouver la femme de ta vie. C'est pas impossible qu'avoir une Ferrari, ça te permette d'être exposé à plus de femmes. Mais vous voyez que les étapes entre les deux, il y a quand même plus de choses qui viennent. Dire c'est ok, la Ferrari c'est la première étape, mais derrière il y a quand même d'autres trucs qui se passent. Donc c'est compliqué de vendre A en disant que tu vas avoir B. Et donc ça en fait des produits sur lesquels c'est très dur de délivrer la promesse. Et dès que ça marche pas, un mec malhonnête te dit, mais c'est la faute du client. Le client était pas motivé, il était pas sérieux sur ses objectifs. Nanana. Sauf que tu peux dire ça une fois, mais pas tout le temps, parce qu'il y a un truc en business et en sales particulièrement qui est extrêmement important, ça s'appelle la qualification. Donc en gros, quand tu discutes avec un prospect, tu le qualifies pour savoir s'il correspond au type de gens qui correspondent à ton business. Donc, est-ce qu'il a l'argent pour te payer, mais aussi, est-ce que tu vas pouvoir délivrer la promesse sur lui? Et c'est là tout le problème, en fait, des business qui vendent à tout le monde. Quand tu vends à tout le monde, t'es quasi sûr que tu vas avoir une insatisfaction client qui est assez monstre. Donc, conclusion, mon problème, il est pas avec la vente de formation, il est avec le procédé marketing de vendre une promesse hyper grosse, un peu floue, et pas forcément directement liée au produit que tu vends. Donc, c'est ma première critique, plutôt marketing. La seconde, elle est plutôt entrepreneuriale. Il y a une énorme différence, selon moi, entre l'argent facile et l'argent long terme, donc, et le gros argent que tu te fais en gros sur la durée. Je suis allé à Dubaï il y a quelques mois pour la première fois, et il se trouve que dans mon public, il y a énormément d'infopreneurs, donc ça a été assez facile pour moi d'en rencontrer beaucoup. Et j'ai tracé un pattern, c'est que ça m'a d'ailleurs été dit par beaucoup d'infopreneurs, que c'est très compliqué de gagner plus de 3 millions d'euros par an en vendant des formations. En gros, les gens qui arrivent vraiment à vendre plus que ça, et c'est pas de la marge, ça se compte sur les doigts, alors peut-être pas d'une main, mais il y en a très très peu, c'est des anomalies, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Donc je dis pas que 3 millions d'euros c'est de la merde, c'est beaucoup d'argent. Mais tous ces infopreneurs, ils finissent toujours par lancer un autre truc à côté. Et ils ont besoin de continuer à grandir. Pourquoi? Alors, contrairement à ce qu'ils pensent, moi j'estime que c'est pas juste à cause de la taille du marché francophone. Il y a une citation que j'ai entendue dans une conf chez Meta, que j'ai trouvé super et qui était pour expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait investir en campagne de notoriété et pas juste en campagne de conversion. Je vous explique simplement pour les gens qui sont pas marketeurs. Conversion, si tu veux générer un achat, donc c'est ce que les gens privilégient parce que ça fait le ROI. Et souvent, quand t'es bloqué, là, c'est le moment où, nous, c'est ce qu'on recommande souvent chez Kodak, on le fait avec les clients, et ça marche bien. C'est d'investir dans des campagnes de considération. Alors, pas directement de notoriété tout en haut, mais des campagnes qui vont toucher des gens plus larges, qui sont pas forcément proches de l'action d'achat, mais qui vont te permettre d'élargir ta cible, et sur le long terme, de continuer à grossir. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'asseoir sur des résultats court terme, dans le but, de privilégier le long terme. Et donc, la citation qui balançait pour justifier ça, je sais plus de qui elle était, c'était, on n'obtient pas des résultats long terme en empilant des résultats court terme. Et ça,
Ça fait un peu réfléchir. Je pense que c'est là tout le problème, en fait, avec le milieu infopreneurial. C'est que, par exemple, si je vous dis, quelle est la façon la plus rapide de monter 10 mètres de D+, donc d'altitude. Bon, si c'est 10 mètres, bon bah tu prends une échelle, tu la fous sur un mur de 10 mètres, hop, tu montes à la verticale, vu que c'est le chemin le plus court, c'est comme ça. Mais par contre, si je te dis, quelle est la façon la plus rapide de monter 1000 mètres de D+, bah là, tout à coup, c'est plus compliqué de le monter avec une échelle. Parce que déjà, une échelle de 1000 mètres, bon courage, tu vas plutôt avoir envie, je sais pas, de privilégier un trail ou une rando, tu vas trouver en fait, là, tout à coup, tu commences à faire des arbitrages. Tu peux plus monter à la verticale. Donc, tu dois trouver, en fait, quelle est la bonne pente qui va te permettre d'aller le plus vite possible. Bon, si c'est comme ça, tu peux marcher. Si c'est comme ça, tu peux courir. Et donc, tu vas, en fait, commencer à réfléchir à comment est-ce que je peux monter plus haut. Donc, 1000 mètres de D+, évidemment, c'est plus que 10 mètres. Et donc, tu vas commencer à penser au long terme. Et le problème que j'ai avec l'infopreneur moyen, c'est qu'en fait, il va empiler les sauts de 10 mètres. Il va passer une échelle, en pensant qu'un jour, il va arriver à 1000 mètres de D+. Vous voyez, c'est comme si une marque e-commerce passait son temps à faire de la promo moins 50%. C'est excellent pour le court terme, tu vas en effet maximiser tes ventes sur la semaine, sur le mois, peut-être même sur l'année, mais sur le long terme, t'éclates ta valeur de marque, puisque plus personne va acheter quand il n'y a plus de promo. Et donc j'ai remarqué qu'en moyenne, un infopreneur make money, il est là pour faire des coups. Il est là pour maximiser la rentabilité. C'est pas des gens qui ont une vision très long terme pour leur business. Ils sont toujours en train d'essayer de maximiser court terme. Et c'est ça qui te permet de faire le marketing agressif, en fait. Tu vas grossir les promesses en disant mon but là, c'est de faire ma vente, sans essayer de répondre sur le long terme à un besoin client. Donc je crois que j'en suis arrivé à la conclusion que la formation Make Money, si vraiment ton but c'est de faire un monstre qui gagne énormément d'argent, eh bah, je sais pas si c'est un si bon business que ça. Ça peut t'emmener très vite jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et comment tu fais 50 millions avec une formation? Tandis que c'est plus clair pour moi comment les business d'agence arrivent à 50 millions. J'en ai plein d'exemples, même de boîtes beaucoup plus grosses. Tandis que les infopreneurs qui font 50 millions, francophones, bah ça n'existe pas. Voilà, donc pour conclure, on peut pas retirer aux infopreneurs qu'ils ont quand même le courage d'affronter ce dommage réputationnel que leur impose le marché. Malgré tout, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques qu'on leur fait et qu'ils ne méritent pas. Exploiter la souffrance, c'est ok. Vendre de la merde, c'est pas ok. Mais il y a rien qui est un synonyme entre être infopreneur et vendre de la merde. En revanche, les critiques que je trouve beaucoup plus convaincantes, c'est que le marketing est un peu flou et donc à la limite parfois du malhonnête. Et ensuite, je sais pas si c'est des si bonnes opportunités entrepreneuriales que ça. Voilà, je suis chaud d'avoir votre avis. Savoir si vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire. Est-ce que vous estimez qu'il y a des critiques que j'ai oubliées qui sont aussi pertinentes ou des contre-arguments aux critiques que moi-même j'avance? Je vous embrasse, c'était Théo.